Il y a quelques jours, le député du Parti Les Démocrates, Nourenou Tchadé, a formulé de vives critiques contre la tournée nationale entreprise par le gouvernement pour rendre compte aux populations. Il a notamment tassé cet exercice de promenade de santé. Ces propos ont suscité la réaction du porte-parole du gouvernement, Wilfred Léanoubedi, qui répond en ces termes. L'action du gouvernement s'exerce dans la perspective d'améliorer globalement les conditions de vie, les conditions d'existence de nos populations. Développer le pays, c'est faire des aménagements, c'est faire des réalisations qui apportent un plus au quotidien des populations. Et depuis 2016, avec la mise en œuvre méthodique du programme d'action du gouvernement, on sait très bien qu'on a impacté d'une manière appréciable la vie générale du pays. Mais on sait aussi que malgré les efforts qui sont faits, il y a encore des manques, il y a des insatisfactions, il y a des attentes légitimes de la part de nos concitoyens dans les 77 communes du pays. Et une telle démarche était utile pour dire aux populations, oui, nous sommes à l'œuvre. Voici ce qui a été fait. Voici ce qui reste à faire, qui est déjà planifié. Mais on n'est pas venu que pour ça. On est venu aussi pour savoir quelles sont les attentes. Parce que, imaginez bien que entre le moment où on a défini le PAG et on le met en œuvre, il y a des attentes nouvelles. Vous allez dans une commune, vous réglez un problème, mais il y a d'autres qui peuvent naître ou il y a d'autres qui existent et les populations voudraient les voir réglés. Alors j'ai entendu dans ça, votre question me permet d'en parler, j'ai entendu dans ça un de nos grands frères à tous, le grand frère à Tchadé, parodier cette démarche en disant qu'ils sont venus mentir. Ils savent qu'ils mentent. Mais tous les Béninois savent quelle est la gouvernance qui a été championne de mensonges aux populations, d'illusions. La gouvernance de poses multiples de première pierre, jamais ramollie, jamais concrétisée. Et les populations savent que la gouvernance talon n'est pas une gouvernance de pose de première pierre. C'est une gouvernance de réalisation concrète qu'on va constater. Les populations savent quel est le président qui a fait le tour du Bénin en disant je vais vous faire ceci, je vais vous faire cela, et qui a poussé même l'abus, le mensonge politique jusqu'à poser des premières pierres fictives, faire des premiers coups de pioche fictifs, faire des lancements fictifs de travaux sans résultat. Et les populations ont vu. Donc, s'il faut poser la question aux populations de savoir quelle est la gouvernance de mensonges, quelle est la gouvernance qui les a abreuvés de mensonges pendant 10 ans sans régler vraiment leurs problèmes, les populations connaissent la réponse. A contrario, elles connaissent aussi quel est le président qui n'a pas besoin de se promener, d'aller les voir tous les week-ends pour dire je viens vous saluer, mais qui sans faire ça règle leurs problèmes au fur et à mesure. Et elles sont convaincues, les populations, d'après ce qu'elles nous ont dit, qu'à ce rythme-là, quand le président Talon sera parti, si ses successeurs continuent le travail comme il le fait, sans tapage, sans promenade intempestive inutile, le Bénin va définitivement changer, entrer dans une autre dimension, que les besoins des populations seront satisfaits, leurs problèmes réglés au fur et à mesure, et c'est comme ça que le pays se modernise. Les populations le savent très bien. Donc, à part ce qui a été fait par le grand frère à Tchadé, entre soi, donc entre lui et les militants de son parti, et vous avez entendu les gens que vous avez entendus, les populations béninoises, toute obédience confondue, savent quelle est la gouvernance qui les a abreuvés de mensonges par le passé et connaissent aujourd'hui quelle est la gouvernance de résultats qui est à l'œuvre à la tête du pays. En application des dispositions de l'article 110 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le gouvernement est invité à répondre aux questions ci-après. Premièrement, sur quel fondement juridique, au pluriel, repose une telle décision? Quelle loi en dispose? Deuxième question, s'il existe une loi en la matière, comment organise-t-elle les conditions de jouissance de la nationalité et de délivrance du passeport? Troisièmement,
Comment distingue-t-on les afro-descendants? 4. Tous les afro-descendants remplissent-ils les conditions pour revendiquer ou solliciter la nationalité béninoise? Qui sont-ils? Où vivent-ils? Quelles sont leurs occupations? Si on en doutait, lors du dernier voyage du président au Brésil, la séquence de la visite de la Casa das Minas, qui est un couvent créé par Nan Agontimé, qui était la mère ou la nourricière du roi Guézo au Brésil et au sein duquel les rites vaudous continuent d'être pratiqués, notamment un certain nombre de rites liés au tambour sacré, nous permettent de voir que ces liens et que notre culture qui a été transportée de l'autre côté de l'Atlantique demeure vivante. Corrélativement, ils expriment à l'endroit de nos États, les afro-descendants, le désir de la reconnaissance de leur afro-descendance et leur appartenance au peuple dont leurs ascendants ont été arrachés. La naturalisation ne permet pas en l'état de traduire juridiquement ces liens entre les peuples d'origine des victimes de la déportation, de la traite négrière et de l'esclavage et leurs descendants. Elle comporte par ailleurs des effets dont l'octroi ou le bénéfice implique une démarche d'intégration. En tout état de cause, les motivations de la loi et les dispositions projetées seront discutées par les membres de cette auguste assemblée en commission comme en plénière au moment opportun. Celle-ci appréciera alors leur pertinence et pourra souverainement en délibérer. On a énuméré une dizaine de points qui ont fait l'objet d'appréciations particulièrement positives de la part des populations, qui ont souhaité que cela s'amplifie, et que, parce que quand c'est largement apprécié, il y a quand même parfois des disparités entre régions. Donc, les populations ont souhaité que l'action du gouvernement soit amplifiée pour impacter presque mêmement l'ensemble du pays, sachant que nous avions déjà pris l'initiative sous la houlette du président Talon de faire du développement équilibré du territoire. Et c'est ça qui fait, j'ai eu l'occasion d'en conférer avec vous plusieurs fois, c'est ça qui fait par exemple que Asphaltage phase 2, on a sorti des villes pour ajouter d'autres. C'est ça qui fait que sur l'eau, le programme impacte tout le pays. Sur l'électricité, pareil. Les AME, pareil. Mais c'est normal. Quand on parle d'asphaltage aujourd'hui, PAPC, chacun voit ce que ça fait dans Cotonou. Les localités où il n'y a pas eu asphaltage voudraient bien qu'un jour, asphaltage arrive jusqu'à elles. Ça, c'est les doléances qu'on a pu enregistrer auprès des populations, en dehors de doléances spécifiques qui tiennent aux caractéristiques ou aux attentes de telle ou telle localité. Et c'est pour ça que le Conseil a instruit les ministres concernés d'accorder une attention particulière à cette doléance-là, afin que ce qui peut être traité diligemment soit fait suivant une programmation responsable, comme on a appris à le faire. Vous savez que on fait au moins l'effort depuis qu'on est là de ne pas faire les choses dans la précipitation, de bien structurer et d'organiser avant que d'engager les ressources de l'État. Donc, ce qui est important, c'est de savoir que les populations ont apprécié la démarche, ont émis des doléances, lesquelles seront traitées. Regardez par exemple le sujet qui est passé dans le compte rendu sur la restructuration des interprofessions Soja et Anacad. C'était déjà en préparation. J'ai eu l'occasion de vous expliquer comment ça fonctionne, les communications qui arrivent. C'était en préparation. Mais dans certaines communes, les populations ont émis des doléances concernant Anacad et Soja. Et on a dit chiche. Comme nous on était déjà prêts et que c'était programmé pour après la tournée, c'est sorti. Les populations qui ont émis ces préoccupations, en lisant le compte rendu, que pensez-vous qu'elles vont penser? Elles vont se dire, ah, on nous a écoutés, on nous a entendus, nos doléances ont été prises en compte. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ce qu'on a anticipé et programmé, ça va être fait. Ce qui n'avait pas été perçu et que les populations ont exprimé comme attente, autant que possible, nous les traiterons au bénéfice de ces populations.
Un visage en contradiction avec le corps, teint multicolore, pigments naturels détruits. Ce sont là quelques conséquences de l'utilisation abusive de certains produits cosmétiques importés ou localement fabriqués et pas toujours recommandés. Sur le marché, on observe une prolifération de ces produits. Nous sommes ici à Ruijo, chez Dame Rebecca qui en fait son commerce. Pour faire les mélanges, il y a des poudres adaptées pour chaque teint. Il y a des huiles aussi adaptées pour chaque teint. Il y a, si c'est un savon, il y a les savons de base adaptés aussi pour chaque teint. Pour certains citoyens, seuls les consommateurs pourraient expliquer les motifs de l'usage abusif de ces produits. Vous voyez nos femmes ou les hommes qui utilisent ces produits, c'est pour rendre au fait leur peau claire ou propre. Mais à un moment donné, on constate que l'abus de ces produits crée beaucoup de problèmes. Parce que quand vous utilisez des produits pour rendre vos corps propres ou quoi, je ne sais pas, il faut au moins utiliser à un moment donné où il faut savoir utiliser ces produits. Chercher même les avantages et les inconvénients de ces produits avant d'utiliser. Vous voyez? Donc ça là que les gens utilisent sans connaître l'avantage ou l'inconvénient et qu'ils abusent des fois, qui créent beaucoup de problèmes. Nous voyons de nos jours aujourd'hui nos soeurs ou nos mamans qui utilisent des produits cosmétiques pour rendre leur peau claire, pour plaire aux hommes. Il y a beaucoup de filles ou de femmes qui ont beaucoup d'idées pour pouvoir attirer les hommes par rapport à l'utilisation des produits cosmétiques. Et là, quand elles utilisent, à un moment donné, nous constatons que il y a des vergetures partout où la peau, il y a souvent à l'abus de ces produits, la même personne peut avoir deux couleurs. Je ne vois pas ce qui cherche dedans jusqu'à en abuser. Parce que quand tu utilises quelque chose qui ne va pas, tu dois le laisser ou bien le faire autrement. Mais persister dedans, c'est persister dans quelque chose qui devient abusé. Parce que tu as ton teint naturel déjà que ton Dieu t'a donné. Et bon, c'est quelque chose qui t'a motivé à le changer. Bon, si tu veux changer le teint et que ton corps n'est pas habitué à ça, donc il vaut mieux de laisser. Mais d'autres, je ne sais pas si c'est dans la persistance, ils voient que ça va s'améliorer. Parce que souvent on dit qu'il faut persister pour avoir ce qu'on veut. Donc, bon, pour moi, je dis que c'est leur choix. Hein, bon. Moi, je n'ai pas de mots à juger quelqu'un parce que c'est sa peau. Si tu as ta peau, homme ou femme, et que tu veux l'utiliser jusqu'à dégrader la peau, c'est ton choix. La majorité de ces produits, surtout fabriqués de façon artisanale, ne répondent à aucune norme scientifique. Un cosmétique qui est produit dans sa chambre à coucher ou bien dans l'arrière-cour en général de sa chambre à coucher ne répond pas en général aux normes. Et en général, vous n'avez pas, comme d'acheter un cosmétique en Europe, vous êtes sûr que lorsque le bouchon est fermé, le bouchon est fermé. Mais comme d'acheter un produit en Afrique, rien qu'à la sécurité anti-infectieuse, vous avez des problèmes puisque l'eau qui a été préparée, distillée, n'est pas stérile, etc. Et c'est fait dans le confort d'une chambre. Nombreuses sont ces femmes qui utilisent ces produits pour donner de la clarté à leur teint sans en mesurer souvent les conséquences. Il y a donc un prix à payer à vouloir obstinément avoir une peau attrayante. Un centre mobile pour s'inscrire au programme de couverture maladie universelle à Abidjan. Les citoyens s'enregistrent afin d'obtenir leur carte CMU, ce qui leur permet d'accéder aux prestations sanitaires. La Côte d'Ivoire a lancé l'initiative depuis 2019, mais elle est sous le feu des critiques. La carte là, je ne suis pas content de la carte. Puisque la carte, il y a beaucoup de pharmacies que vraiment où on passe avec la carte, ça ne passe pas. Quand on va aussi à l'hôpital avec la carte, on dit ça passe pas. Non, on ne sait pas la carte nous sert à quoi. Cette assurance maladie est censée pourtant prendre en charge 70% des dépenses de santé des populations pour 1,65 $. Bruno Agnisson est inscrit au programme, mais sa famille peine à accéder aux prestations. Nous sommes allés là-bas, quand j'ai présenté le bon au pharmacien, le pharmacien m'a dit que non, c'est uniquement que pour les fonctionnaires qui passent, que pour nous les particuliers, que ça ne passait pas.
Au-delà des critiques, les autorités ivoiriennes affichent leur optimisme. Dans le pays, la couverture maladie universelle demeure l'assurance de base, martèle-t-elle. Nous sommes en train d'envisager la possibilité donc, de rendre cette carte utilisable dans les établissements privés. Et à terme, c'est une plateforme unique de couverture sanitaire que nous allons avoir dans notre pays. Que vous soyez assureur privé, vous allez donc être sur la même plateforme que la couverture maladie universelle, qui va être l'assurance de base, et les autres assurances ne viendront être que des complémentaires d'assurance, comme dans les grands pays que nous connaissons. 5 ans après son lancement, seuls 13 millions de personnes figurent dans la base de données de cette plateforme, soit 40% de la population ivoirienne. La Cour pénale internationale a levé vendredi les scellés sur le mandat d'arrêt visant Liad Agali, accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis à Tombouctou entre 2012 et 2013. C'est en 2017 que la CPI avait émis sous scellé le mandat d'arrêt contre cet homme, présenté comme le dirigeant d'Ansardine, le groupe extrémiste lié à Al-Qaïda qui détenait le pouvoir dans le nord du Mali à l'époque. C'est lui qui est aussi connu sous le nom d'Abou Fad, fait notamment l'objet des accusations de viol, d'esclavage sexuel et de persécution des femmes et des filles pour des motifs liés au genre. Selon l'accusation, l'islamiste serait aussi derrière l'attaque contre une base militaire qui avait coûté la vie à 40 soldats maliens, des hommes qui ne participaient pourtant pas aux hostilités. Pour le bureau du procureur de la CPI, la levée des scellés sur le mandat d'arrêt contre Liad Agali reflète, je cite, les efforts continus du bureau pour rendre justice à ceux qui, au Mali, ont été victimes des crimes commis depuis 2012. Le président kényan William Ruto se dit prêt à dialoguer avec la jeunesse en colère contre la hausse des impôts. Pendant une semaine, des milliers de jeunes se sont rassemblés dans tout le pays contre le projet de loi de finances publiques au Kenya. Ces derniers affirment que le gouvernement est revenu sur sa promesse de réduire le coût de la vie. L'administration de William Ruto a défendu son projet de nouvelles taxes qu'elle juge nécessaire pour relancer l'économie du pays lourdement endettée. Un des leaders des protestations a affirmé que le président Ruto devait répondre publiquement à leur lettre de revendication s'il voulait vraiment dialoguer. Un appel national à la grève a été lancé pour le 25 juin. Les manifestations se sont déroulées tout au long de la semaine. Les rassemblements étaient majoritairement pacifiques. Toutefois, 5 groupes, dont Amnesty International, ont dans une déclaration commune affirmé qu'au moins une centaine de manifestants avaient été arrêtés lors d'une répression violente par la police anti-émeute. 2 autres sont morts des suites de leurs blessures à l'hôpital de Nairobi jeudi. La campagne électorale pour les scrutins présidentiels et parlementaires du 15 juillet au Rwanda a débuté ce samedi. Les 9 millions de Rwandais inscrits sur les listes ont 3 semaines pour faire leur choix entre les 3 candidats en lice pour le siège de chef d'État. Parmi eux, le président sortant, Paul Kagame, à la tête du Front patriotique rwandais et au pouvoir depuis plus de 23 ans. Sa réélection pour un 4e mandat est attendue. Il fait cependant face à 2 candidats, celui du Parti démocratique vert, Franck Habineza, et l'indépendant Philippe Mpayimana. Paul Kagame a mis fin au génocide des Tutsis en juillet 1994. Il a été élu par le Parlement pour remplacer le pasteur Bizimungu en 2000. Il a remporté ensuite les élections au suffrage universel de 2003, 2010 et 2017 avec plus de 90% des voix. Une révision constitutionnelle de 2015 prévoit que les élections présidentielles et législatives soient couplées, c'est la première fois cette année. Plus de 500 candidats briguent les 80 sièges de députés, 56 seront directement élus par les électeurs au scrutin proportionnel de liste. Les 27 autres sont réservés aux femmes, aux jeunes et aux personnes handicapées. C'est vert, il n'y a pas de pollution. Le président de la République malgache, tout sourire, a inauguré le premier tronçon du téléphérique à Antananarive. Ce nouveau moyen de transport capable de transporter jusqu'à 75 000 passagers par jour vise à réduire les embouteillages dans la capitale malgache qui compte aujourd'hui plus de 3 millions d'habitants. Enlever 75 000 passagers tous les jours au niveau du bus, enlever 2000 voitures au niveau de la route de Tana, c'est déjà beaucoup en termes d'économie de carbone et surtout donc des déplacements.
2 entreprises françaises ont réalisé ce projet de 12 km de câbles avec un point culminant à plus de 50 mètres de haut. Avant d'accueillir les premiers passagers, principalement des officiels et des journalistes, des tests de sécurité ont été effectués pendant plusieurs semaines, notamment en remplissant les cabines avec une quarantaine de bidons de 20 litres d'eau. On fait des tests sur les freins, on fait des tests, on a beaucoup de capteurs dans les gares et sur la ligne pour détecter un problème éventuel en amont et pouvoir arrêter l'appareil et donc s'assurer qu'il n'y a aucun risque pour les passagers. On a aussi des groupes électrogènes qui permettent en cas de coupure de jus pouvoir continuer à tourner l'appareil. Le ticket coûtera 4 000 arrières, soit environ 80 centimes d'euros. C'est 6 fois le prix d'un ticket de bus. Le téléphérique sera donc inaccessible pour la majorité de la population, dont le salaire minimum est d'environ 50 euros par mois. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Quand on a de l'eau, c'est de la boue qui sort du robinet alors qu'on paye toujours les factures. Pourquoi ne pas d'abord résoudre ces problèmes sociaux ? Non, pour moi, le téléphérique, ce n'est pas du tout une priorité. Malgré les critiques, le président de la République défend férocement ce projet de plus de 150 millions d'euros, financé par un prêt du Trésor public français et un autre garanti par BPI France, la banque publique d'investissement. Il faut oser pour transformer et développer notre pays. Ce sont toujours les gens qui ont critiqué qui n'ont pu rien faire. Est-ce qu'il fallait faire ce projet ou pas ? Moi je dis oui. Vous savez, documentez-vous, on a beaucoup critiqué la construction de la Tour Eiffel. Mais maintenant, qu'est-ce qui attire les touristes en France ? C'est pas la Tour Eiffel. Un téléphérique qui sera emprunté essentiellement par la classe moyenne et les touristes, mais une tarification sociale est prévue pour les étudiants et pour les retraités. Mais il faudra attendre encore un petit peu pour pouvoir embarquer, car la mise en circulation du téléphérique pour la population est prévue pour 2025. Voulana Razaf Malantsou, Antananarive pour Africa News. Un député a été suspendu par son parti, l'Alliance démocratique en Afrique du Sud, pour avoir tenu des propos racistes. Rinaldo Gouz est aperçu dans une série de vidéos sur les réseaux sociaux en train de s'en prendre violemment à travers des insultes à caractère raciste à l'encontre des Noirs. L'homme a d'abord essayé d'apporter des démentis à ces accusations tout en insinuant que l'une des vidéos avait été trafiquée. Mais un communiqué publié jeudi par la DA a affirmé qu'elles étaient authentiques et non falsifiées. Dans cette vidéo, M. Gouz, qui a prêté serment au Parlement la semaine dernière, utilise à plusieurs reprises une insulte locale typiquement réservée aux Africains noirs, ainsi que le mot nègre, avec appel au meurtre des Noirs, au moment où le président Cyril Ramaphosa entend former un gouvernement d'unité nationale avec la DA. Révocation des licences, renvoi des dirigeants devant la justice et imposition d'amende pour soutenir les familles des victimes. Le gouvernement égyptien a joué la carte de la fermeté contre des compagnies accusées d'organiser des pèlerinages illégaux à la Mecque. Ces mesures ont été prises samedi par le Premier ministre Mostafa Madbouli. Elles interviennent après la mort de 658 ressortissants égyptiens lors du Hajj cette année. Il s'agit, selon les autorités, des pèlerins ayant voyagé avec des visas de visite personnelle qui ne donnent pas accès à la Mecque par les canaux officiels. Des agences organisant des voyages pour le Hajj auraient été à la manœuvre. Cette année, plus de 1100 pèlerins de diverses nationalités ont trouvé la mort en Arabie Saoudite lors du Hajj. Les températures extrêmes sont pointées du doigt. Au moins 42 personnes ont été tuées lors d'attaques israéliennes sur des quartiers de la ville de Gaza, dans le nord de l'enclave palestinienne samedi. Une frappe sur des maisons à Al-Shati, l'un des 8 camps de réfugiés historiques de la bande de Gaza, a tué 25 personnes, tandis que 17 autres Palestiniens sont morts lorsqu'une frappe s'est abattue dans le quartier d'Al-Toufa. J'étais très proche de l'endroit où les impacts de ces frappes se sont produits. En quelques instants, un flot de blessés s'est présenté aux portes de notre enceinte
Il y avait des piles de cadavres, du sang partout. Franchement, je n'avais jamais rien vu de tel. Depuis le 7 octobre, la guerre d'Israël contre Gaza a fait au moins 37 551 morts et 85 911 blessés.